Deux surprises en Coupe de France. Paris Saint-Germain, le tenant, éliminé par Mulhouse. Caen, Division 3, élimine Lille, Division 1. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Notre émission sera aujourd'hui presque entièrement consacrée au 32e de finale de la Coupe de France. Vous savez, c'était l'entrée en lice des grands, des clubs de Division 1. Vous verrez aussi un magazine sur les ramasseurs de balles et la présentation de l'équipe de Saint-Tropez. Pourquoi Saint-Tropez? Parce que c'est un des 4 plus petits qualifiés en Coupe de France. Mais nous allons commencer par les 3 rencontres qui opposaient 2 clubs de première division. Et tout d'abord, Bernard Renault au Parc des Princes. Bordeaux rencontrait Brest. Bordeaux qui est quand même une équipe de coupe, car Bordeaux l'a gagné une fois, a été 6 fois finaliste. Alors pour Bordeaux, peut-être l'année du doublé. Oui, peut-être, parce qu'effectivement les Bordelais jouent très bien, vous l'avez déjà remarqué depuis le début du championnat de France de football. En tout cas, une chose est certaine, c'est que les Bordelais ne font pas recette, puisqu'hier soir, il y avait environ 9 à 10 000 spectateurs au Parc des Princes pour assister à cette rencontre qui opposait quand même le leader du championnat de France à Brest, qui lutte, qui est vrai pour éviter la deuxième division. Mais quand même un match qu'on estimait très intéressant. Donc pas beaucoup de monde, mais première surprise, Zénier ne joue pas, c'est Touvenel qui le remplace. C'est une première occasion de but dès la 7e minute par Lacombe, mais qui rate son tir. Un match qui démarre très lentement. Quelques minutes plus tard, réplique des Brestois par Engelea, qui va obliger Delachey à sortir de ses buts. 24e minute, les Bordelais s'enhardissent un petit peu, joli tir de Spetch du gauche et Chalery met en corner. Chalery, c'était un petit peu l'attraction hier soir, on l'attendait au tournant. 27e minute, l'étau bordelais se resserre, Tigana, excellent hier soir, se débarrasse de ses vis-à-vis, transmet à Tussaud, tir contré de Tussaud. Muller est là et d'un très bon tir, apparemment peut-être anodin pour Chalery, trompe le gardien de but, 1-0, on joue depuis 27 minutes. 1-0, ce sera le score à la mi-temps. Dès la reprise, les choses se décantent. On joue depuis 60 secondes. Tussaud file sur la gauche, centre et Lacombe est à la réception. 2-0, c'est propre, net et sans bavure. Rien à redire. Pour les Bretons, la punition commence. 5 minutes plus tard, Tigana, qui s'infiltre dans la défense brestoise. Un petit centre, Chalery relâche et boum, Muller, 3-0. Rien à redire non plus, là aussi. S'il faut dire quelque chose, parce que l'image est bloquée. Alors. Voilà, Chalery a bien relâché le ballon, ou alors il le tient si fort que l'image ne passe plus. Ça y est, la balle est bien au fond des filets, je peux vous le confirmer, je l'ai vu hier soir. 3-0, on joue depuis 51 minutes, 55e minute, les Brestois se disent qu'il y a sûrement quelque chose à faire, et sitôt dit, sitôt fait, voilà. Maroc oblige Delachey à intervenir, et moi aussi pour vous dire que de nouveau l'image est bloquée, que décidément rien ne va plus. Voilà, encore un petit effort de Baptiston qui essaye lui aussi d'aérer le jeu et les images, mais rien ne passe, pas même l'image. Une minute plus tard, voilà, quand l'image sera débloquée, c'est fait. Juste récompense, d'une part des efforts brestois, d'autre part d'un certain relâchement bordelais. Les Brestois vont sauver l'honneur. Maroc, Rico qui file sur la droite, et voilà, Delachey, qui on devrait plutôt appeler relâche le ballon, et Engelea la pousse au fond des filets. 3-1, ça fait nettement mieux sur une carte de visite. Et ça va faire également nettement mieux sur le tableau d'affichage que vous allez voir dans quelques secondes. Voilà, c'est fait, ça a marché cette fois-ci. 65e minute, le match devient quand même un peu plus intéressant et Lacombe en profite pour effectuer un joli festival.
79e minute. Voilà, Touvenel, excellent hier soir. Et Müller d'un joli tir du droit. Voilà, juste à côté. 80e minute, allez, seulement pour le plaisir, dernière action brestoise, Enjolea, une jolie tête de Joël Henry, de Lachette à la réception, pas de problème pour lui. Voilà un match avec 4 buts, mais quand même un match pas très passionnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, j'espère que tout va s'arranger sur le plan des images, car sinon il faudrait prolonger l'émission d'une demi-heure, et comme vous savez, il y a le journal à 13 h, ce n'est pas possible. Je ne crois pas que ce soit Bordeaux qui fasse pas recette, ce sont plutôt, je pense, les matchs sur terrain neutre. C'est ainsi qu'à Marseille, pour une rencontre entre deux clubs de première division, il n'avait que 4000 spectateurs. En revanche, Yves Fermin, qu'il y avait beaucoup de monde, je pense à Clermont-Ferrand, pour voir Saint-Etienne. Les Stéphanois, qui sont des spécialistes de la Coupe, ils l'ont gagné 6 fois face à Auxerre, alors que les Stéphanois ne réussissent pas aux Auxerrois, en règle générale. Oui, cette rencontre entre Saint-Etienne et Auxerre avait un petit goût de déjà-vu, puisqu'en effet, l'année dernière, à ce même stade des 32e de finale, Saint-Etienne avait éliminé Auxerre 1-0. Et comme on dit que l'histoire est un perpétuel recommencement, les Verts avaient beaucoup de raisons d'espérer. Même si la pelouse bosselée de Clermont-Ferrand a remplacé le gazon du Parc des Princes, le public est venu nombreux assister à ce match. Saint-Etienne fait encore recette, à moins que ce ne soit maintenant Auxerre. Dites-le avec des fleurs, disait la publicité. Cette publicité, Jean-Louis Zanon et Dominique Le Colli l'ont prise à la lettre pour montrer leurs bonnes intentions. Des bonnes intentions qui en début de match sont plutôt stéphanoises. 10e minute, débordement de Moisan, loupé de Caro, et Daniel au deuxième poteau tire sur Batz qui peut repousser. Plus rapide sur le ballon, les jeunes Stéphanois dominent, et 5 minutes plus tard, Jean-Luc Ribard, lancé par Zanon, se présente seul devant Joël Batz, mais enlève trop son tir qui passe au-dessus. Dominés physiquement, les Auxerrois ont bien du mal à se créer des occasions. Pourtant, ils sont à 2 doigts d'égaliser quand Charles part tout seul sur le côté droit. Castaneda charge Charles dans le dos et il écope d'un carton jaune. Des cartons jaunes, l'arbitre Joël Quignou va en faire une distribution gratuite à la fin de la première mi-temps. À la suite d'une faute de Boly sur Moisan, les deux équipes se retrouvent face à face pour un match qui n'a pas grand-chose à voir avec le football. Mais ça, ce jeu-là, c'est de l'arbitre le plus fort, puisqu'après une pluie d'avertissements, tout rentre dans l'ordre. 0-0, c'est le score à la mi-temps d'un match où il ne s'est pas passé grand-chose, du moins sur le plan football. Le meilleur homme ayant été l'arbitre, Joël Quignou. En deuxième période, comme en début de match, ce sont les Stéphanois qui prennent le jeu à leur compte. À la 61e minute, sur un corner venu de la gauche, Ribard voit sa tête repoussée par Charles sur la ligne. Ce n'est pas fini. Zanon récupère la balle et d'un tir croisé au ras du sol, inscrit le premier but. Un but mérité qui récompense l'équipe la plus déterminée. Mais on va le voir au ralenti. Joël Batz est gêné par Chilet et le ballon lui passe sous le ventre. 10 minutes plus tard, les Stéphanois sont à 2 doigts de doubler la mise sur cette erreur de Batz. Chilet enlève trop son tir et met le ballon au-dessus. Il reste 15 minutes à jouer et les Auxerrois sortent enfin de leur réserve. Ils marquent même un but par Ferreri, mais ce but est logiquement refusé pour hors-jeu. Auxerre, qui voit déjà se profiler une nouvelle élimination au premier tour de la Coupe de France, retrouve ses automatismes et son jeu. Le ballon vole de tête en tête, Garande, Zarmac, à nouveau Garande, et enfin Ferreri qui marque un nouveau but. Un but qui est une nouvelle fois refusé car Géraldès a poussé Zanon dans le dos. Auxerre pousse, mais les Stéphanois bien organisés autour de Moisan se montrent encore dangereux en contre, comme sur cette action de Moisan qui du milieu du terrain essaie de surprendre Joël Batz avancé. Pendant les 5 dernières minutes, c'est un véritable festival du gardien de l'équipe de France. Batz sait tout faire et il le montre. Il dribble et il tire comme un véritable attaquant. Et quand Auxerre perd le ballon, il revient comme un arrière latéral. À l'occasion, quand Saint-Etienne se montre dangereux, Joël Batz peut même plonger, même s'il est au milieu du terrain. Mais tous les efforts du gardien d'Auxerre resteront vains. Saint-Etienne, malgré les absences d'Olesiak et de Kupchevich, va préserver son petit but d'avance et rééditer le coup de l'année dernière. Une victoire qui va apporter un ballon d'oxygène
au club et à cette jeune équipe de Saint-Étienne qui lutte toujours pour rester en première division. Quant à Auxerre, on note que c'est la 4e année consécutive que l'équipe auxerroise est éliminée au premier tour de la Coupe de France, au premier tour, au 32e de finale. Et oui, et comme l'a déclaré Giroud après la rencontre, notre équipe est surtout une équipe de championnat, ce n'est pas encore une équipe de coupe. En revanche, à Marseille, il y avait 2 équipes spécialistes de la coupe. Bastia qui a gagné la Coupe de France en 81, qui a été finaliste de la Coupe de l'UEFA, et Nîmes qui a été 2 fois finaliste de la Coupe de France. Un reportage d'FR3 Marseille, Jean-Claude Juan, pour Bastia contre Nîmes. Ce premier match des 32e de finale s'est disputé dans une sorte de douce intimité et les Bastiais en bleu, tout comme les Nîmois maillot rouge, attachaient une grande importance au résultat. Mais comme c'est le cas très souvent entre 2 équipes de valeurs sensiblement égales, ce fut un match où les défenses ont pris le pas sur les attaques, chaque formation recherchant dans le contre l'exploit déterminant pour une éventuelle qualification. Ce fut en début de rencontre notamment un match équilibré, mais c'était la formation insulaire qui, la première, allait se montrer la plus dangereuse. Par Zimaco, Mia et surtout Solsona, la défense nîmoise était pressée sur ses buts, mais comme cela se produit très souvent sur un contre, c'était au tour du gardien Olmeta de sortir au devant du danger que représentait l'avant-centre cubaine. Au fil des minutes, l'équipe d'Antoine Rodin parvenait à prendre la direction des opérations, ce qui permettait à Morisseau de s'opposer avec bonheur aux tentatives de Martialis, Roger Milla et Solsona. Autre action dangereuse du 11 nîmois. Et fort belle sortie d'Olmeta. Tarantini était fort bien placé pour la relance du jeu, mais l'occasion la plus dangereuse du 11 de Pierre Barlaguet se situait juste avant la pause. Une passe en retrait à Morisseau et sur une ouverture en profondeur de Herrero, Goudard profitait d'une hésitation de Marchioni pour se retrouver seul ou presque seul devant Olmeta. Avec brio et sang-froid, le gardien Bastier parvenait à détourner le tir de l'avant-nîmois. C'était donc sur un score de parité 0-0 que M. Vautreau sifflait la pause pour l'une et l'autre équipe. Tout restait donc à faire. Solsona à la reprise tentait de se créer les actions les plus dangereuses avec Mia en relais, mais la défense gardoise, avec sa véritable tour de défense qu'est Nijard, parvenait à contenir les assauts des avants adverses. C'est alors que sur cette action se produisait un incident qui aurait pu avoir une suite déterminante pour la fin de la rencontre. L'assesseur de M. Vautreau était pris pour cible par de jeunes exaltés. Le référé arrête le match, demandant aux délégués et aux forces de l'ordre de calmer l'ardeur trop excessive de ces jeunes troublions qui confondent un peu trop rapidement sport et chahut. Tout rentrait fort heureusement dans l'ordre peu après. Les Bastiais bénéficiaient à la 70e minute d'un coup franc à la limite de la surface de réparation gardoise à la suite d'une faute commise sur Roger Milla. Solsona, regardez bien, cela allait très vite et avec la complicité du mur et les bagarres dans les tribunes, parvenait à prendre Morisseau à contre-pied. Regardez, cela va aller très vite. 1-0, c'était le but qui permettait aux Bastiais d'être les premiers qualifiés de ces 32e de finale. Récapitulons donc, division 1 entre eux. Finalement, pas de surprise, sauf Saint-Étienne qui a battu Auxerre.
les autres résultats, bien sûr, au fil de l'émission. Nous allons maintenant vous parler des ramasseurs de balles. Eh oui. En tennis, il y en a eu de célèbres. Par exemple, Manuel Santana, qui avait commencé par être ramasseur de balles avant de devenir un grand champion de tennis. Mais en football, on les connaît moins. Ce sont un peu des obscurs, on ne les voit pas à la télévision. Alors, qui sont-ils, ces ramasseurs de balles? Quel est leur rôle? Alors qui ils sont? Ce sont en général des minimes, mais quel est leur rôle? C'est quand même plutôt, ce sont des ramasseurs de balles, c'est quand même plutôt de ramasser la balle, et on va voir que ce rôle peut avoir une certaine influence sur la partie, on va le voir. Alors ce sont donc des minimes, comme au Parc des Princes pour les matchs du Paris Saint-Germain. Là ce sont soit les minimes du Paris Saint-Germain, soit ceux d'équipes qui en ont fait la demande auprès de Claude Guérin, c'est lui le responsable du ramassage au Paris Saint-Germain. Enfin la liste d'attente est longue de 2 années environ quand même. Alors mardi dernier j'étais au match Paris Saint-Germain-Brest, là les ramasseurs de balles étaient les petits minimes de Saint-Cyr, et on va voir qu'ils ont passé une très bonne soirée. Il est 19h45. Dans l'un des vestiaires du Parc des Princes, une équipe se met en tenue. C'est celle des petits ramasseurs de balles de Saint-Cyr. Bientôt, ils seront sur le terrain pour y vivre le match de leur vie. En attendant, c'est le moment des dernières consignes. Tu vas jusqu'à l'autre côté du terrain. D'accord. Et tu t'arrêtes à peu près à 1 mètre en retrait de la ligne centrale. Ok. Et toi, Lionel, tu fais la même chose de l'autre côté. Hein, et vous arrangez pour être à peu près en ligne. D'accord? Ça y est, c'est parti. On quitte d'abord l'intimité du vestiaire pour rejoindre celle du couloir, et c'est enfin la lumière et les clameurs. Et oui, ce sont eux les ramasseurs de balles qui entrent les premiers sur le terrain. Ce sont eux que le public applaudit d'abord, histoire de se libérer. Les joueurs viendront après, mais eux, de toute façon, ils ont l'habitude, pas comme nos petits bonshommes de Saint-Cyr. Oui, 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 c'est plutôt impressionnant tout ça. Et oui, c'est grand et c'est impressionnant, d'autant que maintenant le match est commencé. Quant au ballon, on voudrait bien pouvoir le toucher, le ramasser, le renvoyer, bref, qu'il sorte en touche. Pourtant, quand c'est enfin le cas, on n'est pas encore très à l'aise. J'y vais? Non, j'y vais pas. Dur métier, d'autant que parfois il y a des intrus, c'est-à-dire des gens qui renvoient le ballon alors qu'on ne leur a même pas demandé. Vraiment, de quoi se mêle-t-il? Heureusement, tout cela s'arrange, pourvu qu'on se trouve sur la bonne trajectoire. Dans ce cas-là, on fait son travail, mais on reste toujours un peu inquiet. Est-ce que je l'ai bien renvoyé? À la mi-temps, les 3 équipes regagnent les vestiaires, les 2 qui étaient sur le terrain et la 3e, celle qui était autour. Après 45 minutes de jeu, on se retrouve ensemble pour le premier réconfort, les premières impressions et les premiers rires. Mais il ne faut pas en oublier les consignes. On traîne pas, on a un peu rêvé là. Et pour les balles, quand vous ramassez les ballons, ne soyez pas timorés, hein, il faut prendre les ballons, vous êtes à droite, donc profitez-en. Et vous rendez le ballon, regardez bien où l'arbitre, s'il a désigné le point de corner ou les 6 mètres, et vous donnez le ballon en conséquence, parce que vous restez quelquefois avec le ballon dans les mains, vous ne savez qu'en faire. Voilà, la deuxième période va débuter et on entre sur le terrain bien plus décidé que pour la première. Maintenant, on est habitué, on a pris de l'assurance. Regardez, on se permet même des fantaisies. On place le ballon là où il faut. Pour un peu, on se prendrait pour Guillochon. Guillochon qui tire le corner. Si le but avait été marqué, on aurait pu dire qu'on avait fait l'avant-dernière passe. En tout cas, désormais, le ramassage ne pose plus aucun problème. Facile, facile, et on est tellement rodé qu'on parvient même à anticiper sur les erreurs des joueurs. Dans ces conditions, il est temps que la démonstration se termine. Enfin, on donne quand même à Suzik l'occasion de tirer un dernier corner. Le joueur yougoslave ne se fait pas prier. Mais ce corner ne donnera rien car à l'arrivée, Fernandez rate l'ultime occasion de la partie. Cette fois, c'est décidé, on rentre au vestiaire.
2, donc j'en ai touché une bonne dizaine. Non, mais sans compter avant. Moi, j'en ai touché 5. Moi, j'en ai touché une bonne dizaine. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec le gardien? Eh ben, je lui ai donné la balle, puis il me l'a rendue. T'as touché combien de ballons? Dans le match 1, je pense. Tu l'as bien utilisé? Oui, oui. Qu'est-ce que t'en as fait? Je l'ai donné à Fernandez. Il t'a dit merci? Oui. Pas d'accès, ça. Tenez bien votre feuille, sinon ça va mal être fait. Voilà. Et quand Fernandez sortit des vestiaires, ce fut au tour des petits ramasseurs de balles de lui dire merci. Comme une lettre à la poste. Ça vous va? 5-4-3-2-1, Fernandez fini. Ramasseur de balles, c'est presque un métier. Revenons maintenant à la Coupe de France. Division 1 contre Division 2, qu'est-ce que vous cherchez? Je crois qu'il y avait un ballon qui traînait, je Vous voulais le cherchez ramasser. les dessous de table. Division 1 contre Division 2. À Strasbourg, Paris Saint-Germain contre Mulhouse. Paris Saint-Germain qui était invaincu, disons, qui avait gagné 2 fois de suite la Coupe de France, éliminé par Mulhouse qui avait besoin de se racheter un peu de son mauvais championnat. C'est sûr, Jean Renal, Paris Saint-Germain qui est surtout un club neuf, et cette Coupe de France était un peu son enfant chéri. Grâce à cette Coupe de France, le PSG a un peu et beaucoup obtenu sa consécration française et européenne. Mais il faut dire qu'hier soir, des 2 formations en présence au stade de la Méno à Strasbourg, c'est sans doute l'équipe mulhousienne qui convoitait le plus la victoire, même si cette victoire, on va le voir tout de suite, a été entachée d'une faute assez flagrante. 15 juin 82, donc PSG bat Saint-Étienne, après prolongation au pénalty. 11 juin 83, PSG bat Nantes 3-2. Hier soir, Strasbourg, 32e de finale. Rassurez-vous, la tribune vide en face, elle est interdite au public, cause de travaux, ils sont en voie d'achèvement. Pour les joueurs de la capitale, donc, la coupe tient une place à part, alors que, vous l'avez dit, pour Mulhouse, avec ses Kiss, Six et Huck, eh bien, la coupe, c'est la seule occasion de se rattraper d'un parcours en 2e division, pour l'instant complètement gâché. D'abord, regardez une image anecdotique. À la 7e minute, tout de suite, Baratelli, qui va heurter son camarade, Jean-Claude Lemoux. Voilà, c'est fait. C'est le signe que Paris se bat tout seul ces derniers temps. Baratelli-Henry, il fera du reste un match par la suite irréprochable. On a bien du mal à entrer dans ce match justement, et c'est l'ex-parisien Kist qui va tout de suite donner le ton. Regardez à la 12e minute, ils font Stella Toro dans la défense parisienne. Baratelli est là, Six et son pied gauche sont encore là. Très bon centre, la tête est parisienne, elle est de Fernandez, corner qui ne donne rien comme l'on dit. Mais à partir ici du premier quart d'heure de jeu, ce sont les tenants de la coupe qui vont s'installer dans leurs meubles favoris. Rocheteau à terre, les Parisiens qui se créeront presque toutes les attaques les plus nettes de cette première mi-temps. Et là par 2 fois, Jean-Claude Lemoux a trouvé un opposant. 15e minute et toujours au sprint les Parisiens. Avec Couriol, il sert Ngom. Et là, ça fait frissonner les poteaux du stade de la Méno. 10 minutes plus tard, Mulhouse et Didier Six qui perdent le ballon. Ça repart avec Suzik et puis tout de suite Assad, les 2 premiers violons du PSG qui perdent en route. Regardez leur efficacité. Et c'est bien là le mal actuel du PSG qui est un peu résumé dans cette phase de jeu. Lemoux est là et ça s'achève en touche. 38e minute, coup franc de Suzic, tête de Couriol. Mulhouse s'en est bien sorti jusqu'à présent et ce sont justement les Mulhousiens qui auront en fin de première mi-temps le ballon le plus brûlant. Pour l'instant, c'est encore Ngom qui se montre extrêmement menaçant. Ici, nous approchons justement de la mi-temps avec ce ballon très dangereux qui est pour l'instant dans les pieds de Durkali. Kist est à terre, on aurait pu siffler un pénalty. Le jeune Guesser s'est trouvé complètement surpris par cette bonne aubaine. C'est la mi-temps, 0-0. Battenet s'échauffe, la coupe c'est son truc. 5 victoires, 3 avec Saint-Étienne, 2 avec Paris Saint-Germain. Mais tout de suite, avec le début de la 2e mi-temps, un changement de décor le plus total. Mulhouse qui ici à l'image de Huck accélère d'entrée, 45 secondes de jeu seulement. Et c'est Kist encore qui inquiète Baratelli et la défense bleue. On joue maintenant depuis 10 minutes et c'est tout de suite le tournant. Là, c'est Suzik. Et tout de suite, voici Lemoux. Tout de suite, une main flagrante du défenseur mulhousien
Mansouri dans la surface. À l'image, c'était pas évident, mais sur le terrain, il n'y avait pas de problème. L'arbitre n'a pas bronché. Et comme cela arrive souvent, c'est l'équipe lésée qui va se retrouver KO. Un ballon de Huck, c'est Six qui s'enfonce et qui trouve le chemin des filets. 1-0 pour Mulhouse. C'est pour l'instant la grande surprise de ces 32e de finale de coupe. Didier Six et ses camarades du Football Club de Mulhouse, donc à la 55e minute de jeu. Mulhouse qui va bien sûr être encouragé, qui va même se déchaîner comme ici à l'image de Bernardet. Un ballon qui part là-bas de l'autre côté pour Durkalik. Tête parisienne de Lemou et Kist sur la barre de Baratelli. Ouf, qu'il me donne du travail, notre ancien camarade Kist, le néerlandais. On a dû regretter de l'avoir prêté à Mulhouse. Il a pesé constamment sur la défense parisienne hier soir. Et il faut dire que sur sa deuxième mi-temps, Mulhouse nous a montré qu'elle ne déparerait pas la première division. Ils sont encore à l'ouvrage, ils le seront souvent. Kist, le pied gauche de Six et Baratelli qui a fait une fin de match tout à fait intéressante. Il a à peine le temps de dégager que l'on retrouve tout de suite Mulhouse avec encore Durkalik et une tête de vis et toujours le même Baratelli. 1-0 donc toujours pour Mulhouse, un corner ici pour Paris. Paris qui n'a pas baissé les bras mais qui n'arrive pas actuellement à trouver ses marques et qui n'arrive pas à se transcender. Et c'est comme ça qu'on perd un trophée auquel on tenait énormément. Ouais, je crois que c'est un des plus beaux jours de ma vie. Surtout les qualifications devant le Paris Saint-Germain, qui a remporté déjà 2 fois l'épreuve, avec toute l'internationale qui la compose. Alors ce contrôle, là, qu'est-ce qui s'est passé dans la surface? Le contrôle, ben, je vais vous dire franchement, j'ai contrôlé dans la mer, et sur la contre-attaque, on marque le but. Monsieur Biguet n'a rien vu, tant mieux pour nous et tant pis pour le Paris Saint-Germain. C'est clair, Francis Borghi? Je crois que Mansouri vient de résumer la situation. Je suis triste, bien sûr, mais je crois qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Il y a des moments de joie, il y a des moments de, j'ai failli dire presque de malheur, en tous les cas de peine, c'est le cas. Mulhouse a bien eu le coup sur une erreur d'arbitrage flagrante, mais enfin, ils ont mérité sur l'ensemble. On n'a pas su réagir. Bref, je crois qu'il ne faut pas dire à rouge sur le volet, c'est trop simple. Ils ont gagné, puis c'est tout. Ça va enregistrer ce résultat. On ne vous verra plus embrasser la pelouse, on est très malheureux, je dois dire. Non, mais on a tout le temps, on a toute la vie devant nous. Il y aura de prochaines années et des meilleures. Je crois que cette erreur nous a été fatale. C'est triste, mais c'est ainsi, c'est comme ça. Il ne faut pas le contester. Oui, Paris qui n'aura pas le temps de pleurer sur son élimination, Jean, puisque l'équipe parisienne joue dès cet après-midi à 16h contre l'équipe nationale du Maroc à Rabat. À Rabat. Et à Nîmes, encore un match qui opposait une équipe de première division, Monaco, à une équipe de deuxième, Alès. Monaco qui est un spécialiste de la coupe, puisque les Monégasques l'ont gagné 4 fois. Et Alès qui joue un peu chez lui. Oui, il y a 50 km entre Nîmes et Alès, un petit peu plus entre Nîmes et Monaco. Et je crois que, bon là, la hiérarchie a été respectée, contrairement au match de Strasbourg, nous l'avons vu. Mais je crois qu'en y croyant un peu plus, et les Alésiens avaient une belle carte à jouer, car hier soir, au stade Jean-Bouin, à Nîmes, eh bien, les Monégasques étaient bons à prendre. Bien entendu, ils ont fait l'essentiel du jeu, mais sans vraiment accéléré, et puis ils ne sont pas créés vraiment beaucoup d'occasions. La première occasion, eh bien, elle est pour Alès avec ce coup franc de Barbera qui surprend légèrement Ettori, qui est parti un peu après le rebond. Et finalement, Puel dégage en catastrophe devant Gudimar, un ancien joueur de Monaco. Sur le corner, une tête curieuse d'Éric Benoît qui devance Ettori, qui se reprend bien du point. Finalement, dégagement de Bellone et un tir de Valadier, à ne pas confondre cette fois avec l'ancien monégasque, qui passe largement à côté. Je vous l'ai dit, c'est Monaco qui a fait l'essentiel du jeu. Une action dangereuse en première mi-temps. Moros qui est très très bien placé. Mais là, sur ce centre de l'extérieur du pied droit, pas de problème pour Michel Dufillet. L'excellent gardien de but d'Alès. Encore Monaco, Gingini, Krause. Vous allez voir Bravo dans un instant qui revient petit à petit sur le chemin de la forme, qui a été très remuant. Il manquait un petit quelque chose dans la finition. Ici, il y a une faute de Joanne sur Daniel Bravo et un carton jaune sorti de la poche de Monsieur Dely. Alors pour le coup franc, Amoros ou Leroux, Bellone transmet finalement à Leroux et une belle envolée de l'ancien gardien de but de l'AS Cannes. Il a été formé à l'AS Cannes et puis il est allé ensuite à Nice. Il est à Alès et sans doute prochainement en première division car il est plus jeune et excellent. C'est donc Michel Dufillet. 0-0 à la mi-temps. Alès qui inquiète en deuxième période de Jean-Luc Ettori, notamment sur cette action de Gaba, puis Fignon. Et là, une bonne prise de balle de Jean-Luc Ettori. Ce n'était pas évident juste après le rebond. Et puis des rebonds, il y en a
certains qui sont mauvais sur cette pelouse tristounette de Jambouin. Monaco accélère avec Gingini, grand pont devant Valadier, tête de Deveau et finalement Puel et encore Dussuyer qui a jailli comme un chat là au tout dernier moment. Le corner n'amènera pas grand chose, comme l'on dit. Et on se retrouve quelques minutes plus tard, toujours avec Bravo, extérieur du pied droit, Krause qui a bien donné à Bijota, Gingini très bien placé, le ballon les témoins. Il en fallait un peu plus pour surprendre Alès. Et sur l'action qui suit, eh bien Krause pivote bien devant le stopper Leron et trompe cette fois Dussuyer. 1-0. Cette fois, eh bien, on n'y croit plus beaucoup. Il était évident qu'à cet instant de la partie, il reste seulement 20 minutes de jeu. Le premier qui trouvait l'ouverture se qualifiait. Ici, une mésentente entre Bijota et Simon qui a failli profiter à Barbera. Et puis, Monaco va se mettre définitivement à l'abri à quelques minutes du coup de sifflet final. Bellone qui pour une fois va tirer du pied droit, ce qui surprend le gardien de but d'Alès Dussuyer. Finalement Gingini qui a bien suivi comme toujours, eh bien marque le deuxième but. Ce ne fut pas un grand match finalement. Monaco l'emporte sans trop de problèmes devant Alès qui s'est tout de même bien défendu. 2-0, but de Krause et Gingini. Voilà. Et voilà. Alors un autre match maintenant qui opposait un club de première division à un club de deuxième division. À 7, Toulon rencontrait Béziers. 7 là aussi était un peu avantagé car Béziers n'est pas très éloigné de 7. Donc Toulon qui a été demi-finaliste de la Coupe de France face à Béziers. Toulon a battu Béziers dans le dernier quart d'heure. Coup franc tiré par Verstraat, tête de Bénédé. Toulon 1, Béziers 0. Les Biterrois avaient résisté pendant plus d'une heure. Les Toulonnais vont réussir un deuxième but sur une attaque d'Aimant, sur une interception des Toulonnais alors que c'était Béziers qui était à l'attaque. Aimant tire, Rose repousse et c'est Paganelli qui marque. Toulon 2, Béziers 0. Nous allons voir au ralenti que la balle effectivement avait bien franchi la ligne. Des buts gardés par Rose, le gardien de but de Béziers. Donc victoire logique de Toulon face à Béziers par 2-0. Le panneau des résultats, division 1 contre division 2, a noté l'excellente résistance d'Angers qui ne perd contre Laval de Buzyn qu'après prolongation. De même pour Orléans qui n'a perdu que 1-0 face à Lens. Vous voyez, les deux Européens, Laval et Lens, ont eu du mal à se défaire d'Angers et d'Orléans, puisqu'Orléans lui aussi ne s'est incliné qu'après la prolongation. Les autres résultats sont logiques, notamment Rennes qui bat Livourne 2-0 et Rouen qui l'emporte sur Châteauroux 2-0. Et maintenant, nous passons aux rencontres qui opposaient un club de division 1 à un club de division 3. Et là, c'est la surprise, et oui, nous avons les images, enfin presque toutes, puisque Caen, un spécialiste de la Coupe qui avait déjà éliminé le Racing Club de Paris, eh bien Caen a éliminé Lille, un club de première division. Dès le début de la rencontre, Pichard tire au-dessus. Vous voyez que les Normands étaient plus pressants que les Lillois. Et à la 60e minute, c'est Pichard qui va marquer sur une passe, un centre de Lemel. Pichard, 1-0 pour l'équipe de Caen, alors que nous ne verrons pas le but marqué par Agostini à la 62e minute. Pour l'instant, Caen 1, Lille 0, mais Agostini a marqué, donc Caen mène par 2-0. Et bien entendu, maintenant, ce sont les Lillois qui font le pressing et qui marquent pareil à la 83e minute. Alors Lille, en fin de rencontre, va essayer d'égaliser et va presque réussir. Tout d'abord un tir sur la barre, sur la transversale de Ricord. Et ensuite, en fin de match, Bureau rate lui aussi de très peu l'égalisation, puisqu'il va tirer sur le poteau. Et nous passons maintenant à Saint-Quentin. C'est beau Saint-Quentin? Oui, il faisait beau, il tombait de l'eau même. Et oui, ou Nantes, un club de division 1, il faisait beau, il tombait de l'eau. Amiens, division 3, Nantes n'a jamais bien réussi finalement en Coupe de France. Certes, Nantes a remporté une victoire, mais Nantes a été battue 4 fois en finale. C'est vrai, et dans la série des matchs difficiles que les Nantais ont joué en Coupe de France, eh bien, il y en a eu un il y a 3 ans à Amiens. Enfin, contre Amiens, à Saint-Quentin déjà, ils avaient gagné 1-0. Je me suis laissé dire que c'était un petit peu contre le cours du jeu, que Picot avait marqué à la 85e minute. Alors question, est-ce qu'on allait assister cette fois-ci au même scénario? Vous voyez, à Saint-Quentin, on fait les choses bien.
pour assister donc à ce 32e de finale. Un petit espoir, on est venu ici pour développer notre football habituel et peut-être profiter d'une petite faiblesse du côté nantais. Vous pensez que ce sera suffisant pour tomber le champion de France? Ce sera peut-être pas suffisant, mais on a un gros cœur et on espère peut-être passer. Robert Budzinski, un match contre une équipe de 3e division, c'est sans problème. Sans problème, c'est vous qui le dites. Justement, la Coupe de France réserve beaucoup de surprises. J'ose simplement espérer qu'il n'y aura pas de surprise ici et que ce sera effectivement sans problème. Et pourtant, les Nantais, des surprises, ils en ont eu, puisque les premiers à se créer une occasion, ce sont les Amiénois, à la suite de cette action de Salah et de ce tir de Bélier. Et oui, ce n'est pas une image, Bélier, c'est son nom. Bel arrêt aussi de Bertrand Demer. En première mi-temps, les Nantais n'ont pas été très dangereux. Il leur a toujours manqué un petit quelque chose pour marquer, comme sur ce coup franc. Tir de Muller pour Amis sur le côté gauche. Un centre d'Amis après avoir effacé un défenseur. Une tête de Baroncelli. Et à l'arrivée, un arrêt de Boudet. À la pause, le score est donc de 0-0 et pas d'ambiguïté sur les sentiments côté d'Amiens. C'est 45 minutes. On va essayer maintenant en deuxième mi-temps de continuer, d'essayer de contrecarrer toutes les tactiques de Nantes et quadriller le terrain le mieux possible. C'est parti d'un bon sentiment. Malheureusement, cela s'est beaucoup moins bien passé en deuxième période sur un dégagement de Boudet. Réception de Touré. Belle ouverture pour Amis et 1-0 pour Nantes après 55 minutes de jeu. C'est le coup dur pour Amiens. Et à Nantes, bien sûr, on est soulagé. D'autant que 10 minutes plus tard, les Nantais vont marquer un deuxième but sur une nouvelle action de Touré qui donne sur le côté gauche pour Loïc Amis. Loïc Amis qui déborde la défense, centre, la balle est écartée par la défense d'Amiens. Récupération pour Baroncelli, 1-2 avec Ali Logic et 2-0 pour Nantes. À 25 minutes de la fin, il n'est bien sûr plus question de qualification pour Amiens. La seule ambition des Picards est alors d'éviter la punition. Ce qu'on craint un peu à la 75e minute quand Nantes va marquer son 3e but. Cette fois-ci, c'est encore Amis qui exploite un beau travail de Poulain, belle pichenette, 3-0. C'est très dur, mais finalement Amiens va réduire l'écart à la marque. Un centre de Salah pour une tête de Paul Ravaille qui s'élève plus haut que tout le monde. À la fin, une reprise de Poujadas, 3-1. Score tout à fait logique et qui ne laisse pas de regret aux joueurs d'Amiens et à leur capitaine Jean-Pierre Salah. On est tombé quand même sur une très belle équipe de Nantes qui nous a pris non seulement en compte mais qui nous a fait voir un football agréable. On a essayé de les contrer. Bon, Nantes joue en première division, on joue en division 3. Je crois que le résultat est sans appel. Ça reste quand même une grande journée pour vous? Très grande fête, oui, oui. J'espère que ça continuera, que ça ne va pas nous casser la suite de notre championnat qui est importante. À Mantes, maintenant, Le Havre, division 2, deuxième de son groupe d'ailleurs, puisque Le Havre, samedi dernier, avait battu le Racing Club de Paris, était opposé à un des plus petits de la Coupe, Marly-le-Roi, un club de division d'honneur. Et pourtant, les Havrais ont eu quelques problèmes. Ils ont eu même beaucoup de problèmes, mais il faut dire que c'était un des matchs les plus déséquilibrés sur le papier tout au moins. Les Marlychois jouaient pour la première fois à ce stade de la compétition, alors que les Havrais, eux, jouaient pour la 7e fois consécutive les 32e de finale. Alors nous allons voir ce match où justement les Havrais ont beaucoup souffert. C'était l'ambiance des grandes soirées de coupe hier sur le stade de Mantes-la-Ville où se jouait ce match. Un premier match tout amical avait lieu dans les tribunes entre les supporters des deux équipes avec une sympathique rivalité sur les moyens employés pour soutenir chacun son équipe. Et d'entrée, ce sont les Havrais qui devaient mettre le feu aux poudres dès la première minute de jeu sur ce corner avec un tir de Drieux sur le poteau. Les Marlychois en jaune se dégagent et ça chauffe pour Marly, pris de vitesse en ce début de match, il faut bien le dire. Nous sommes à la 4e minute et les Normands allaient ouvrir le score sur cette action. Flores ici, derrière pour Gonfalone qui s'engage sur la gauche. La balle passe entre les jambes de Pavani et Thierry Aubry est battu 1-0 après 4 minutes de jeu. Mais après un feu de paille de 10 minutes, les Havrais s'endorment un petit peu et les Marlychois parviennent à prendre la mesure de leurs adversaires. Attention, cela va aller très très vite. Sur cette action, Carouni entre dans la surface, Casanova est contraint à la faute, c'est le pénalty indiscutable, sifflé par monsieur Blouet. Les supporters exultent et c'est Christian Carrara qui tire sur la gauche. Casanova ne fait rien, un but
partout, après 20 minutes de jeu. Marly est survolté, on s'en doute, les jaunes et bleus de Marly en font voir de toutes les couleurs au ciel et marine du Havre. Et 5 minutes après son égalisation, Marly se voit offrir une chance unique de prendre l'avantage. Carouni encore libre, vous allez le voir, sur l'aile gauche. Après un 2 avec Carrara et Amouret qui fait une faute ici. Voilà, Carrara va également tirer ce deuxième penalty. 5 minutes après, il le tire de la même façon sur la gauche, mais cette fois Casanova est bien parti et a mis la balle en corner. On y croit un petit peu dans le camp de Marly. À la sortie des vestiaires, les Marlychois sont très concentrés, ils y croient peut-être aussi, à l'image de Pascal Deschazeaux. La paire noire de Marly, Jean-Francis Samba a fait sa rentrée et il marque ici pour Marly après 5 minutes de jeu. 2-1 pour Marly. Joie de courte durée, 3 minutes plus tard sur ce coup franc tiré par Flores, le Havre va égaliser. Flores est tête de Gonfalone, 2 buts partout, 56e minute de jeu. Après 1 heure de jeu, toujours 2 buts partout, le Havre accentue son pressing grâce à sa supériorité technique évidente, mais la finition laisse un peu à désirer. Carpentier, pourtant, un très bon tir des 25 mètres, dévié par Aubry en corner. Sur le corner qui suit, le Havre prend l'avantage par Martet. Très belle tête plongeante en force, 3-2 pour le Havre. On joue depuis 1 heure et 3 minutes. À 3-2, rien n'est encore joué. Tout est possible d'un côté comme de l'autre. Mais 10 minutes après leur 3e but, les Normands vont prendre un avantage définitif cette fois-ci. Après ce tir sur le poteau, c'est Martet, encore lui, qui donne le coup de grâce aux Marlychois. 4-2, 73e minute. 4-2, c'est le score final en faveur du Havre. Une victoire logique, mais bien difficile à obtenir. Après ce match, nous avons rencontré un confrère dans les tribunes. J'appartiens à l'Union sportive de Marly-le-Roi. Je m'occupe des enfants, des poussins à Marly. Donc je suis venu assister mon équipe première dans le public. Au début du match, vous n'y croyez pas du tout? Non, c'est vrai, au début du match, moi je pensais logiquement qu'on prendrait 4-5-0. À la fin, quand les joueurs de Marly ont été fatigués, si vous voulez, le physique des joueurs du Havre a joué beaucoup. Hein. Je pense qu'ils ont gagné sur leur physique. Résultat, donc, Division 1 contre Division 3. Une seule surprise, vous l'avez vu, Caen qui élimine Lille. Et nous passons maintenant à la Division 2 contre la Division 3. Voilà, changeant de panneau, c'est fait. Alors là, pas de surprise, Tours, Guingamp, Besançon ont gagné. Alors qu'en Division 2 contre Division 4, eh bien Reims a eu bien du mal à battre le Paris Football Club 83. Cela s'est joué au tir au but, 4 tirs au but pour Reims, un seul pour le Paris Football Club. Division 2 contre Division d'honneur maintenant. La logique est respectée, mais on peut dire que... Voilà, nous y venons. Nancy... Ça, c'est le match de dimanche. Donc le Havre avait battu Marly-le-Roi 4-2, bien sûr, cela vous le saviez. Alors que Pau et Montauban ont fait match nul 1-1, mais Pau s'est qualifié au tir au but par 3 tirs au but à 2. Pour Montauban, on aurait cru une rencontre de rugby. Alors là, vous regardez rapidement les rencontres qui auront lieu aujourd'hui avec une rencontre vedette. Toulouse contre Marseille. Cannes-Lyon de Sine, j'ai entendu à la radio ce matin que le match était reporté. Car il ne fait pas beau dans la région du Dauphiné. Et nous terminons par le match le plus petit, Orange contre Saint-Tropez, ce qui nous donne une transition pour parler du magazine qu'a tourné cette semaine Yves Kupferminck. Saint-Tropez, pourquoi choisir Saint-Tropez? Eh bien parce que Saint-Tropez, d'une part, est un des 4 plus petits, il joue en division d'honneur. Aussi parce que Saint-Tropez, ce sont les gendarmes, et célèbre dans le monde entier par ses gendarmes, par Brigitte Bardot, par ses milliardaires, enfin un été, hein, mais aussi par Marcel Bourg, un footballeur. Bien sûr, oui, et Saint-Tropez, comme vous l'avez dit, va jouer cet après-midi à Toulon le plus petit match de ces 32e de finale de la Coupe de France contre l'équipe de 3e division d'Orange. Et à cette occasion, je suis allé à la rencontre cette semaine d'un Saint-Tropez méconnu, le Saint-Tropez sportif. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. L'envers du décor, ce que vous ne verrez jamais en vous mêlant à la marée estivale qui déferle sur ce haut lieu du tourisme. Un immense parking aux 3/4 vide, une plage déserte, ce Saint-Tropez-là existe 9 mois par an. 9 mois au cours desquels Saint-Tropez est une petite ville comme beaucoup d'autres. Comme toutes les autres, pas vraiment. Ce drôle de vase qu'on appelle aussi la Coupe de France est venu cette année perturber la tranquillité des lieux.
Le football, tout le monde s'y est mis, même les habitués de la Provençale qui, l'espace d'une partie, ont quelque peu perdu la boule. Il faut dire que l'aventure de l'Union sportive tropézienne est peu courante. Il est en effet rare qu'un club qui évolue tous les dimanches en division d'honneur parvienne pour la deuxième fois en 3 ans au stade des 32e de finale de la Coupe. C'est dans ce petit stade que l'aventure a débuté. En 1981 déjà, l'OM, alors au creux de la vague, était venu s'échouer dans le port varois. Cette saison, les victimes s'appellent Hyères et Tavaux, 2 clubs de division 3 qui ont cru un peu vite que l'UST était une proie facile. Et bien que méritée, cette qualification surprend quelque peu les responsables tropéziens. C'est toujours une surprise parce que la preuve c'est qu'on fait partie des Cendrillons. Mais surprise, il y a de bons joueurs, donc si vous voulez, personnellement c'est une demi-surprise parce qu'il y a vraiment de bons joueurs. Ce n'est pas le truc, passez-moi l'expression, qu'un club de division d'honneur peut envisager en début de saison. Alors la Coupe de France, ça arrive, on passe un tour, 2 tours, puis nous voilà aujourd'hui là où nous sommes. Des résultats pas si étonnants que cela quand on regarde l'effectif de l'US tropézienne. Pas moins de 7 joueurs ont été professionnels dans des équipes de première ou de deuxième division. Et si aujourd'hui ils ont opté pour une autre profession, leur nom et leur figure ne nous sont pas totalement inconnus. Serge Griffoni, gardien de but, comptable. Griffoni, c'est le capitaine, spécialiste des pénaltys. Il a joué à Angers, Cannes et Alès. Didier Giraudot, commerçant, arrière latéral. Marc Salomon, arrière gauche, employé de banque. Gilles Augias, pépiniériste, défenseur. Professionnel à 3, il était l'an dernier à Corbeil. Roger Le Boedec, 35 ans, commerçant. Le Boedec, c'est l'expérience. Il a défendu les couleurs de 6 clubs différents. Hervé Orgeray, milieu de terrain, commerçant saisonnier. Entraîneur des jeunes tropéziens, il a passé 7 ans à Monaco aux côtés de Gérard Banide. Fouzi Chélia, milieu de terrain, électricien. Laurent Pellecoeur, milieu de terrain, agent de la caisse d'épargne. Il a joué à Nîmes 7 et à Alès et il ne tire pas les pénaltys sauf quand son ami Griffoni est dans les buts. Humbert Didier, ailier droit, jardinier. René Carillo, commerçant, avant-centre. Marc Pic, ailier gauche, commerçant saisonnier. Méric Jean-Louis, militaire, avant-centre, milieu. Un effectif qui compte encore 2 autres anciens pros, Patrick Barthélémy et Patrick Belvet. Comme Roger Le Boedec, tous ces joueurs sont redevenus amateurs. Ici, on ne vous propose pas de milliards, mais une reconversion en douceur. J'ai voyagé à droite à gauche, Red Star, Châteauroux, Red Star, Paris-Joinville, Marseille, Angers, Alès. Et Alès, 2e division, ma foi, il fallait penser à la reconversion. Or, j'ai joué à Marseille pendant 3 ans, je me plaisais dans le Midi. Quand Saint-Tropez m'a fait un petit appel, j'ai répondu bien volontiers, avec l'idée de me reconvertir dans le commerce. Alors nous essayons de leur trouver justement cet avenir par une situation. Saint-Tropez est un pays agréable, ils y viennent volontiers. Nous trouvons souvent aussi un travail à leurs femmes et nous essayons de les recycler comme ça et c'est pour cela qu'ils viennent à Saint-Tropez. Mais enfin, il n'y en a jamais un qui est venu s'enrichir par le football. En fait, le seul salarié du club, c'est lui. Étienne Vibourel entraîne l'UST depuis 2 ans. Il a lui aussi été joueur professionnel à Sochaux et à Toulon. Le coach, comme l'appellent ses joueurs, est un homme pondéré qui analyse avec lucidité les points forts et les faiblesses de son équipe. Je dirais d'abord qu'on défend bien dans la mesure où on prend très peu de buts. Bon, maintenant, il est évident que on arrive aussi à bien construire le jeu. Il y a un certain équilibre entre la valeur athlétique de certains joueurs, la valeur technique d'autres, et si bien que je crois qu'on a une équipe assez équilibrée. Je dirais que bon, notre point faible, c'est le fait qu'on n'arrive pas toujours à transformer les occasions de but qu'on se crée. On pêche un petit peu par manque de réalisme. Au siège du club, les discussions vont bon train. PSG, Bordeaux, Marseille, il s'agit bien sûr de savoir qui sera le meilleur adversaire pour le tour suivant. Peu à peu, le rêve s'installe, même si quelques-uns gardent les pieds sur terre. Disons que Orange partira favori, c'est logique, ils sont en 3e division, c'est une bonne équipe. Je pense que nos chances sont réelles. Je considère que nous avons 40% de chance. Je pense que nos supporters vont faire les 10% qui nous manquent et puis après, on verra.
Les supporters voient là bien l'originalité de Saint-Tropez, car bien qu'évoluant en division d'honneur, l'UST est un véritable club de supporters. 500 fanatiques du ballon rond, prêts à suivre leur équipe jusqu'à l'autre bout de la France. Cet après-midi à Toulon, ils seront plus de 2000 pour pousser leurs favoris vers les 16e de finale. Et 2000, c'est beaucoup pour une ville qui ne compte que 5000 habitants. En attendant le match de cet après-midi à Saint-Tropez, on a tout bonnement commencé à cueillir les oranges, en espérant qu'elles ne seront pas trop amères. Une mauvaise nouvelle, la coupe Jules Rimet, vous savez, celle qui avait été gagnée par le Brésil, puisque le Brésil avait remporté 3 fois la Coupe du Monde de football, eh bien, les voleurs l'ont fondue, l'ont transformée en lingot d'or. Vous voyez, ce ne sont pas des poètes. Philippe, oui, les dessous de table, à la télé il n'y en a pas, mais à Saint-Etienne il y en avait pas mal, semble-t-il. Oui, paradoxalement, pour les joueurs, cette affaire de dessous de table est pratiquement terminée. Ils ont payé leur dû, la direction générale des impôts ne les a pas poursuivis, et en plus ils ont bénéficié d'une loi d'amnistie qui fait que finalement donc ils n'ont pas beaucoup de raisons de se faire du souci, et vous allez le voir sur les images d'ailleurs. Ils ne sont pas tendus en sortant du bureau du juge, M. Desmures, même s'ils ont été inculpés. La seule chose que je peux dire, c'est que le juge Desmures m'a notifié l'inculpation pour recel de biens sociaux. Il est inculpé de... En fait, ces inculpations n'ont d'autre but que de permettre au juge de retrouver 7 millions de francs qui manquent dans la caisse noire, mais là, les joueurs ne sont pas concernés. Le principal inculpé étant toujours l'ex-président, M. Rocher, qui est lui en prison depuis maintenant 2 mois. Sur ces images, vous n'avez pas vu Michel Platini. Normal, il a joué à cache-cache et il préfère se montrer quand il marque des buts. C'est un petit peu dommage aussi parce qu'on pourrait croire qu'il a quelque chose à se reprocher, ce qui n'est quand même pas le cas. Non, je ne crois pas. Éric Jaillant, les buts étrangers? Oui, en commençant par le championnat d'Allemagne, c'est étonnant, c'était la 19e journée et en 8 matchs, puisque le match de Cologne a été reporté, il y a eu 43 buts. Ça en fait plus de 5 de moyenne par match. Celui-là, Bayern-Bielefeld, on n'a pas de chance, et celui où il y en a eu le moins, il n'y en a eu que 4. Avec un premier inscrit par, évidemment, un Rummenigge. C'est Michael Rummenigge qui marque après 13 minutes de jeu. Le Bayern jouait contre Bielefeld. On va revoir ce but avec ce plan, un joli plan pris de derrière les buts, l'ouverture de Karl-Heinz Rummenigge. Nardweiler relève finalement but de Michael Rummenigge. Le deuxième pour le Bayern va venir un quart d'heure plus tard avec Augenthaler au départ de l'action. Une bonne balle sur le côté droit pour Karl-Heinz Rummenigge. Un centre, une erreur de Kneib, le gardien de Bielefeld, et finalement superbe reprise de Michael Rummenigge qui porte donc l'avantage du Bayern à 2-0. Une reprise qui fait un peu penser à celle de Trésor en demi-finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne précisément. En deuxième mi-temps, Bielefeld va réduire la marque à la 65e minute de jeu par Rautanian, un milieu de terrain de Bielefeld. À noter qu'il n'y avait que 10 000 spectateurs environ, et finalement troisième but pour le Bayern par Karl-Heinz Rummenigge. 3-1 donc pour le Bayern qui reste en tête du championnat d'Allemagne. Voilà, je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. N'oubliez pas, champion cet après-midi, Sport Dimanche ce soir, et je vous présente un ouvrage remarquable, oui. Un spécial championnat d'Europe présenté par But. Donc, à dimanche prochain pour un nouveau téléfoot, ou à cet après-midi pour champion avec Michel Denisot, et ce soir avec François Janin pour Sport Dimanche et Maria Guachel.